Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour le deuxième épisode de VCR, Vidéo Créative, édition 3D. Donc, je vous rappelle qu'on voit les bases de la 3D. On a déjà vu l'histoire de l'infographie, enfin, survolé. Je rappelle que c'était seulement un très résumé. J'ai dit bon, je vais pas dire des grosses conneries, mais disons que j'ai pris beaucoup de raccourcis, mais j'ai réussi à faire un tour d'horizon à peu près potable du passage de la 2D à la 3D. Cela dit, ce qui va être important pour l'instant, ce sera de télécharger et installer le logiciel Blender que vous pouvez récupérer au blender.org. Moi, je suis une version en retard parce que je termine des projets sur la 4.1, mais vous allez voir, ça n'a à peu près pas changé. Et avant qu'on arrive dans les éléments qui ont eu des changements importants, on va être passé à la 4.2 de toute façon. Donc, vous arrivez ici, vous cliquez sur Download. Et vous allez chercher la Download 4.2.1 LTS. Donc, vous la téléchargez ici directement. Et là, il vous demande de donner de l'argent. Vous n'êtes pas obligé. C'est normalement gratuit. Mais si vous voulez les encourager, vous pouvez faire un petit don avec 25, 50, 100, 150, 250, 500 euros. Moi, je ne leur donnerai pas parce que je ne veux pas mettre ma carte bancaire en ligne. Surtout sur YouTube, vous comprendrez pourquoi. Cela étant dit, j'aimerais quand même attirer votre attention sur un petit détail intéressant. Si jamais vous êtes sur un ordinateur sur lequel vous n'avez pas les droits d'utilisation, les droits d'administration, pardon, vous pouvez aller ici, aller dans portable.zip et télécharger une version qui va être en décompression, entre guillemets, qui va pas nécessiter une installation, donc vous pourrez la lancer sans avoir les droits d'administrateur. Cela étant dit, une fois que le logiciel est lancé, vous vous retrouvez face à cet écran-là. En gros, ce que vous avez au centre ici, c'est ce qu'on appelle un splash screen. Ça vous donne les informations sur, en gros, la version de Blender que vous avez, avec l'image que vous avez, et le petit numéro qui est ici, 4.1.1 dans mon cas. Vous pouvez aussi créer différents types de scènes ici. Donc vous avez général, 2D, sculpting, VFX et vidéo editing. Pas de besoin d'aller là-dedans, je vous rassure. Vous pouvez aussi ouvrir quelque chose que vous avez déjà fabriqué. Recover la session, donc réouvrir ce que vous aviez la dernière fois que vous aviez fermé. Et ici, vous avez la liste des dernières scènes que vous aviez utilisées. Si vous ne voulez pas savoir quoi que ce soit de ce que vous avez là-dedans, vous pouvez simplement cliquer dans le vide et ça le fera disparaître. Vous vous retrouvez donc avec l'interface de Blender. Première chose, on va juste nommer les différents composants de l'interface, comme ça, vous ne serez pas perdu quand je parle, par exemple, de viewer ou d'outliner ou d'espace 3D. Donc, vous avez le viewer ou l'espace 3D au centre ici. Vous avez juste en haut à droite ici ce qu'on appelle le outliner qui permet d'avoir la liste des objets de notre scène. Vous avez le panneau des propriétés qui est juste ici avec les petits onglets sur le côté. Et en bas ici, vous avez la timeline qui permet d'avancer ou de reculer dans le temps quand vous faites de l'animation. Donc, première chose à savoir quand on est en 3D, c'est comment se déplacer dans l'espace 3D. Dans Blender, tout se passe par le clic du centre de la souris. Bon, je précise, une souris normalement a 3 boutons. Je ne sais pas si je vais réussir à avoir la mienne. Voilà, on voit voilà, on entrevoit la mienne. Vous avez le clic, je vais l'avoir. Le clic gauche, le clic droit, et au centre, vous avez la molette. Ceci, la molette, et le clic du centre. Vous avez donc à tout prix besoin d'une souris à 3 boutons. Sinon, ça ne marchera pas. Jusqu'à date, ça devrait aller. Donc, tout se passe donc par le clic du centre. Si vous appuyez sur la molette, vous allez faire ce qu'on appelle un orbite autour d'un point central. Il suffit juste de faire défiler la souris en maintenant le doigt sur la molette. Si vous faites avancer et reculer la molette, donc si vous la faites rouler, voici ce que vous avez. Donc vous avancez et reculez dans l'espace 3D. En appuyant sur Shift et en appuyant sur la molette, vous avez ce qu'on appelle un travelling, pardon. Donc vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également appuyer sur CTRL pour faire un zoom in, zoom out. Donc c'est la même chose que si je faisais rouler la molette. Ou Alt. Attendez,
Non, pas Alt, pardon. Alt, il n'y en a pas. C'était pour... Je me trompe avec un autre logiciel. Donc, en gros, ce sont les 3 déplacements qu'on peut faire dans l'espace 3D. Avec ceux-là, vous pouvez donc vous déplacer facilement dans votre espace 3D. Pour commencer votre exploration du logiciel, on va rester avec ce qu'on appelle des primitifs. Les primitifs, c'est par exemple le cube qu'on a au centre. Normalement, en 3D, vous avez 3 manipulations que vous pouvez faire subir à un primitif. La première, c'est ce qu'on appelle une translation. Vous pouvez y accéder avec le petit bouton qu'il y a sur le côté, juste ici, donc qui s'appelle Move. Et si vous cliquez dessus, vous avez les flèches de 3 couleurs qui apparaissent. Donc, vous avez la rouge, la verte, la bleue, qui vous permettent respectivement de déplacer un objet dans l'axe des X avec la rouge, dans l'axe des Y avec la verte, et dans l'axe des Z avec la bleue. Pour ceux qui connaissent déjà la 3D, oui, Blender est un logiciel Z-Up. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire Z-Up, ça veut simplement dire que la direction du haut, c'est la direction Z. Contrairement à Maya, qui, lui, est un logiciel qui est Y-Up. Donc, dans ce cas-ci, où est-ce que le Y pointe vers le haut. Donc, jusqu'à date, c'est pas super compliqué. Cependant, si vous regardez notre petit gizmo au centre, donc oui, ceci est un gizmo, les 3 flèches, vous avez aussi 3 petits carrés qui apparaissent entre les flèches, le vert, le rouge, le bleu, qui vous permettent de déplacer votre objet dans 2 axes en particulier. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, si je clique sur le bleu, je peux déplacer mon objet dans l'axe des X et des Y. Si je clique sur le vert, je peux le déplacer dans l'axe des X et des Z. Et dans le cas du rouge, je peux déplacer mon objet dans l'axe des Y et des Z. C'est pas très compliqué jusqu'à date. Et on a mon Tao qui vient de voir. Bonjour Tao. Au revoir. Donc, jusqu'à date, c'est quand même relativement simple à comprendre. En plus de la rotation, vous avez également en plus de la translation, vous avez également la rotation qui est juste ici, que vous pouvez utiliser de la même façon. Donc, vous avez le vert qui permet de faire une rotation dans l'axe des Y, le rouge dans l'axe des X et le Z dans l'axe des le bleu dans l'axe des Z, pardon. Donc, et si vous regardez, vous avez un espèce de petit truc blanc qui apparaît, que vous pouvez utiliser pour le faire tourner de façon perpendiculaire à la caméra. Ah, d'ailleurs, j'allais oublier, si vous regardez dans le gizmo de translation, vous avez aussi le petit cercle blanc qui permet de déplacer l'objet dans les 3 axes en même temps de façon perpendiculaire à la caméra. La dernière transformation qu'on peut faire subir à un primitif dans un logiciel 3D, c'est le Scale. Donc, si vous cliquez sur Scale, juste ici, vous pouvez donc étirer votre objet dans l'axe des X, Z et Y. Et toujours, comme les autres, vous pouvez utiliser les petits carrés pour transformer votre objet dans 2 axes à la fois. Et si vous utilisez le gros cercle blanc autour, vous pouvez l'étirer dans tous les sens à la fois. Donc, jusqu'à date, c'est quand même relativement simple. Cependant, il existe des raccourcis qui permettent de refaire ces mêmes transformations sans que vous ayez nécessairement appuyé sur ces boutons-là. Je rajouterai aussi que vous pouvez, si vous le voulez, activer tous les gizmos à la fois avec le 4e bouton qu'il y a juste ici. Donc, moi cependant, la plupart du temps, je n'utilise pas les gizmos. Non, je vais juste me remettre en sélection simple. À la place, je vais utiliser les raccourcis clavier. Le premier que je vais vous montrer, c'est le Grab. Grab, G au clavier, vous permet de déplacer votre objet. Si jamais je veux restreindre le déplacement dans un axe, il me suffit alors de suivre le fait d'appuyer sur mon G de l'axe dans lequel je veux restreindre mon objet. Par exemple, si je veux le déplacer dans l'axe des X, je peux faire Grab. Donc, je suis maintenant en mode déplacement et appuyer sur X pour le déplacer seulement dans l'axe des X. Même chose, GY me permet de le déplacer seulement dans l'axe des Y et GZ me permet de le déplacer dans l'axe des Z.
Notez que si jamais vous vous êtes trompé et que vous ne savez pas quoi faire pour annuler, vous pouvez simplement faire clic droit pour sortir du mode de translation, ou vous pouvez confirmer en appuyant sur le clic gauche de la souris, ce qui va confirmer votre déplacement. Petit point important aussi, vous pouvez aussi rentrer une valeur nette de déplacement. Donc par exemple, si je fais GX et que j'appuie sur 1 au clavier, mon objet va se déplacer d'une unité sur l'axe des X. Vous pouvez aussi y aller en négatif. Donc, GX-1 me remet mon cube à son emplacement d'origine. Je peux également le faire dans l'axe des Z, par exemple. GZ2, par exemple, me le fait monter de 2 unités vers le haut. GY2 me le fait déplacer de 2 unités dans l'axe des Z, dans l'axe des Y. Bref, vous voyez le principe. Vous avez exactement le même principe avec rotation. Donc, si j'appuie sur R pour rotation, je peux faire tourner mon objet par rapport à la caméra, mais je peux ensuite aussi le restreindre à l'axe des X avec le bouton X au clavier, dans l'axe des Y ou dans l'axe des Z. Jusqu'à date, c'est quand même relativement simple. Vous avez également le scale, donc l'échelle, donc celui qu'on avait en dernier ici. Et celui-ci, on peut faire exactement la même chose avec S au clavier, S pour scale évidemment. Et là, comme vous le voyez, je le fais dans toutes les directions en même temps. Et si j'appuie sur X, je le restreins à l'axe des X. Si j'appuie sur Y, je le restreins à l'axe des Y. Et si je le fais sur Z, je le restreins dans l'axe des Z. Vous vous demandez peut-être comment je peux le faire dans 2 axes en même temps. Eh bien, c'est excessivement simple. Si je fais par exemple Grab, donc en ce moment, il est attaché à ma souris, je le déplace. Je peux cependant désactiver un axe en appuyant sur Shift et l'axe que je veux désactiver. Par exemple, si je veux le déplacer seulement en X et Y, donc de façon un petit peu comme s'il glissait sur le sol, eh bien, j'ai juste à désactiver l'axe des Z et je vais faire Shift Z et maintenant, mon objet se déplace seulement dans l'axe des X et Y. Même chose si je le fais par exemple si je veux le déplacer seulement en Z, donc verticalement, et dans l'axe des Y. Si je fais G et que je fais Shift X, j'ai désactivé mon axe des X et je peux déplacer mon objet dans l'axe dans l'axe Y et Z. Voilà. Et ça, évidemment, c'est également vrai, par exemple, si je fais un scale, donc S, et que j'appuie sur Shift Z, bien maintenant, il ne s'agrandit que dans l'axe des Y et des X. Idem si je fais une rotation, mais ça va être un petit peu plus bizarre si je fais, par exemple, le R, Shift X, par exemple. Vous allez voir que ça fait un petit peu inutile, mais enfin bon. Je vous laisse explorer ça, c'est quand même pas super compliqué, mais je dirais que généralement en rotation, on va juste sélectionner X, Y ou Z. On va rarement le faire dans 2 axes à la fois, ça devient très mélangeant. Donc, cela étant dit, vous avez donc la possibilité d'utiliser ces trois transformations de base-là, mais vous avez également, avec le raccourci clavier N, la possibilité de rentrer une valeur exacte. Donc, par exemple, si je veux que mon cube se retrouve à la position 1 en X, je peux rentrer 1. Et maintenant, mon cube se trouve à la position 1. Si je veux le monter de 1 en Z, je peux également rentrer la valeur exacte à laquelle je voudrais qu'il soit pour mon Z et même chose pour Y. Ça se fait aussi avec la rotation, X, Y, Z et le scale en bas. Notez cependant que vous pouvez également cliquer glisser pour ajuster manuellement la valeur, comme si c'était un espèce de gradateur, si vous voulez. Même chose avec la translation ou le scale, juste ici. Donc, ok, on a travaillé avec un cube, c'est super le fun, mais c'est un petit peu limitatif. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus. On peut donc supprimer le cube. On va commencer par ça. Vous pouvez donc appuyer soit sur X au clavier, ce qui va vous amener la petite boîte de dialogue ici, ou appuyer sur supprimer ou delete au clavier. Attention, je parle bien de la touche supprimer, DEL ou SUPR sur votre clavier, et non pas la flèche qui pointe pour effacer un caractère. Non, c'est vraiment delete, il faut appuyer. Donc, soit que vous appuyez sur Delete, ce qui va vous l'effacer en un coup, ou vous appuyez sur X pour avoir le petit menu qui permet ensuite de delete votre objet. Un ou l'autre, ça revient au même.
Donc maintenant, on supprime le cube et on va maintenant se créer de nouveaux objets. Pour rajouter un nouveau primitif, on va aller dans Add et on va aller directement dans Mesh. Il y a d'autres types d'objets qu'on peut rajouter, mais pour l'instant, on va se concentrer seulement sur Mesh. Donc, vous avez le plane, vous avez le cube, qu'on a déjà vu, vous avez le cercle qu'on n'utilisera pas parce qu'il n'y a pas de matérialité, c'est juste un cercle sans polygone. Vous avez le UV sphère, vous avez l'icosphère, vous avez le cylindre, vous avez le cône, vous avez, vous allez voir, le torus, et vous avez finalement le monkey. Vous remarquez que j'ai sauté le grid. Je vous explique pourquoi. C'est simplement que avant qu'on rentre en mode édition, donc ça on le fera dans la prochaine vidéo, ça revient exactement à la même chose que d'avoir un plane. Donc, de ce côté-là, on s'en fout un petit peu. Donc, vous avez donc ces primitifs-là que vous allez pouvoir utiliser pour le premier exercice dont je vous parle dans quelques instants. Ceux qui connaissent déjà le logiciel moindrement, vous savez qu'il y a un raccourci clavier qui existe pour importer des primitifs. J'en parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, je vais rester vraiment sur les menus directement parce que, un, ce sera moins mélangeant et deux, ça permet de mieux voir qu'est-ce que je fais. Juste pour que vous sachiez pourquoi j'en parle pas tout de suite. Cela étant dit, chaque fois que vous allez créer un objet, donc si je crée par exemple, on va y aller avec un cylindre, vous avez un petit rectangle noir qui apparaît en bas qui vous permet, si vous ouvrez ceci, de changer les paramètres de votre forme. Donc, vous pouvez ajuster par exemple le nombre de subdivisions de votre cylindre, sa taille et sa hauteur. Vous pouvez aussi changer sa position ou sa rotation. Donc, cela étant dit, si je me crée un dernier objet comme ceci, on va voir très rapidement ensemble comment on peut changer la couleur d'un objet. C'est pas un cours approfondi sur les matériaux, c'est vraiment juste une toute petite base qui va vous permettre de faire l'exercice que je vous propose dans un instant. Donc, si vous allez dans l'onglet des propriétés, dans la fenêtre de propriétés, et que vous descendez jusqu'à l'espèce de petite boule avec 4 couleurs, donc celui-ci, c'est l'onglet des matériaux. Pour changer la couleur d'un objet, vous cliquez sur New. Et vous pouvez maintenant, avec Base Color, changer sa couleur. En ce moment, comme vous pouvez le voir, ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que je suis ici dans un mode qu'on appelle le Flat Shading. Si vous regardez, donc en fait le Solid Shading, pardon. En fait, si je veux voir un aperçu de mes couleurs, si vous voulez, vous devez donc appuyer Z au clavier, vous le gardez enfoncé, vous avez le petit menu qui apparaît ici, et vous pouvez maintenant le mettre soit en render, soit en material preview. Je vous recommande le material preview pour l'instant, et ça va vous permettre d'afficher la couleur de votre objet. Si vous le laissez en solide, ils vont tous avoir un matériel simple qui permet un affichage rapide de votre scène. Donc, pour le premier exercice que je vous propose, en utilisant seulement des primitifs, donc seulement les objets qu'on a de base ici, vous allez essayer de faire un petit paysage très simple. Donc dans ce cas-ci, je vais en faire un de mon côté, ce sera évidemment en accéléré. Je vous invite à le faire. Vous mettez des matériaux de base, comme on a vu, donc add, en fait, si je viens juste, on va en refaire un juste pour le remonter, donc New, et vous choisissez une couleur pour votre objet. Et une fois que c'est fait, vous pouvez confirmer que vous avez mis un matériel et que vous pouvez donc l'afficher de cette façon. Cela dit, juste une petite précision, si jamais vous voulez remettre le matériel à plusieurs objets en même temps, vous pouvez à un autre objet. Donc si jamais vous avez déjà fait une couleur verte, ben, vous pouvez simplement aller dans le petit menu ici, qui vous permet de choisir par exemple
un matériel que vous avez déjà fait. C'est aussi une façon fonctionnelle. Donc, cela étant dit, je vous laisse faire cet exercice. Je vous retrouve donc dans un instant quand que je l'aurai fait de mon côté. Donc, et c'est parti. Donc, on se retrouve maintenant que j'ai terminé ma petite scénette. Comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Bon, on s'entend, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. L'important, c'est juste d'avoir un petit environnement qu'on va pouvoir utiliser pour voir quelques principes supplémentaires. Et en bonus, ça vous a permis de vous pratiquer à déplacer et scaler et faire tourner des objets dans un environnement 3D, en plus de vous permettre de pratiquer la navigation dans l'espace 3D. Bref, tout le monde y gagne. Cela étant dit, maintenant qu'on a réussi à faire cette petite scénette, on va pouvoir commencer à voir comment est-ce qu'on sort des images d'un logiciel 3D. Dans ce cas-ci, on va avoir besoin d'une caméra. Et pour ça, il y en a déjà une dans la scène, à moins que vous l'ayez effacée par accident. Quel cas, c'est pas très grave, vous avez juste besoin d'aller dans Add et vous cliquez sur Caméra, juste ici. Dans ce cas-ci, la caméra, je sais plus où est-ce qu'elle est. En fait, je l'ai perdue en faisant mes manipulations. Rassurez-vous, c'était voulu, c'est pour vous montrer une fonction du logiciel. Donc, il n'y a rien de mauvais ici. Donc, si je veux retrouver ma caméra, je peux aller dans mon outliner, la sélectionner. Voilà. Déjà, elle est en surbrillance. On voit un point qui est affiché ici. Mais si jamais je ne le trouve toujours pas, je peux utiliser le point sur le pavé numérique de mon clavier. Attention, n'utilisez pas le point sur le clavier lui-même. Il faut vraiment aller dans la partie droite, en bas de votre pavé numérique. Donc, si jamais vous n'avez pas de pavé numérique, vous pouvez aussi en acheter un à part. C'est également essentiel quand vous travaillez en 3D d'avoir votre pavé numérique. C'est très utile. Donc, vous appuyez sur point sur le pavé numérique. Ça va vous centrer sur l'objet que vous avez de sélectionner. Dans ce cas-ci, c'est simplement que ma caméra se trouve à l'intérieur de ma colline centrale. Donc, je vais pouvoir utiliser mon outil de déplacement pour la replacer à un endroit. Et là, un des problèmes que certains ont avec Blender au début, c'est d'essayer de placer manuellement la caméra. Ça peut être un peu fastidieux. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut éditer la position de notre caméra à partir de la vue de caméra. Pour ça, vous allez aller appuyer sur 0 sur le pavé numérique. Donc, encore une fois, le pavé numérique, c'est important. Vous appuyez donc sur 0 au pavé numérique, ce qui vous met en vue de caméra. Vous voyez maintenant ce que votre caméra voit. C'est-à-dire l'espèce de rectangle ici, c'est littéralement votre vue de caméra. Cependant, si j'essaie de me déplacer aussitôt que je vais bouger, eh bien, je me retrouve à sortir de ma vue de caméra. Pas très pratique. Donc, si jamais vous appuyez sur 0 et que vous allez maintenant dans votre onglet View sur le côté droit, si jamais vous n'avez toujours pas votre menu à droite ici, vous pouvez toujours appuyer sur N comme Nicole pour l'afficher. Et vous allez dans View. Et juste ici, vous pouvez, je vais juste l'agrandir pour que vous voyez le nom complet. Vous pouvez Lock Camera to View. Et si vous cliquez là-dessus maintenant, aussitôt que je me déplace, je peux placer ma caméra dans un angle. Et si vous regardez en ce moment, si je recule un peu trop, j'ai une partie de ma scène qui disparaît. Rassurez-vous, c'est normal. Je vais vous en parler dans une petite seconde. Pour l'instant, on va juste choisir un bel emplacement pour ma scène. Donc ça me semble bien. Quelque chose, on va juste la placer pour bien voir l'espèce de balcon que j'ai fait. Voilà. On va l'appeler le balcon des Balkans, tiens. Donc, et maintenant que c'est fait, je peux évidemment cliquer sur Camera to View, juste ici, pour déloquer ma caméra et pas la bouger accidentellement. Comme ça, j'ai juste appuyé sur 0 pavé numérique et j'y reviens systématiquement sans risquer de la bouger, sans y penser. Cela étant dit, la raison pourquoi j'ai des objets qui disparaissent en arrière-plan, c'est très simple. On a en 3D ce qu'on appelle le Far Clip. Et attendez, je vais pas dire n'importe quoi parce que ça change tout le temps d'un logiciel à l'autre. Donc vous avez le clip start et le clip end. Dans Maya, c'est far and near. Enfin bon, toujours est-il que ça décide de quand est-ce qu'un objet va être
visible à l'écran ou disparaître. Parce que si on rendait jusqu'à l'infini, spoiler alert, l'ordinateur planterait. Donc on dit, pas de besoin de rendre un objet qui est plus loin que par exemple 100 mètres. Dans ce cas-ci, 100 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. Donc vous pouvez toujours vous permettre d'ajouter 1 ou 2 zéros sans que ça pose de problème. Le Near Clip ici, et là je vais juste me remettre en caméra to view. J'ai fait un autre truc que je vous expliquerai éventuellement. En fait, j'ai mis une clé d'animation sur ma caméra, donc si jamais je veux la remettre à sa position, j'ai juste à bouger dans la timeline, mais on verra ça sur les cours sur l'animation, rassurez-vous. Donc si je me rapproche tranquillement d'un objet, voilà, on va juste se rapprocher du coin ici, éventuellement, il va disparaître de la vue. Donc en ce moment, si je me rapproche trop de cet objet-là, eh bien, il disparaît. Quand on travaille sur des très petites scènes, ça peut poser un problème. Donc, on peut éventuellement dire qu'on peut le mettre à 0.01, par exemple, à la place. Et maintenant, c'est revenu dans le champ de vision. C'est une façon de fonctionner. Cela dit, je vais juste enlever le Camera to View. Je tiens quand même à vous informer que le Near et en fait le Clip Start et End, Near Plane et Far Plane dans Maya, c'est pour ça que j'étais un peu mélangé tantôt, donc existe aussi pour la caméra virtuelle qui existe pour le Viewport 3D. Donc en ce moment, si vous regardez, si je m'éloigne trop de ma scène, elle finit par disparaître elle aussi. Vous pouvez donc trouver ces mêmes informations-là dans le View ici. Si vous allez voir dans View, vous avez donc le Clip Start et End ici. Comme vous le voyez, par défaut, il était à 0.01 et 1000 mètres. Bref, c'est exactement ce que j'ai remis dans ma caméra. Mais celui-ci, c'est pour mon viewport. Donc, si jamais j'en ai besoin, je peux me permettre de rajouter 1 ou 2 zéros à mon N. Comme ça, je n'aurai pas de mauvaise surprise. Maintenant qu'on a placé une caméra, on va pouvoir faire un rendu. Ce sera pas beau, je vous préviens. Il y a une raison fort simple pour ça, j'ai pas fait d'éclairage, mais je vais quand même vous montrer comment on sort une image. Donc, on va aller dans Render, Render Image, et là, ça me l'a affiché sur l'autre écran, mais ça me sort mon image de mon logiciel de 3D. Je peux maintenant aller dans Image, Save As, l'enregistrer de base c'est PNG, mais à partir de là, je pourrais montrer à tout le monde la belle image que j'ai faite en 3D. Ok, en ce moment, c'est un petit peu laid. On va corriger ça tout de suite. Donc, première chose, vous pouvez rajouter évidemment des lumières. De base, Blender en a une dans la scène, elle est juste ici, mais le problème c'est que, tout comme ma caméra tout à l'heure, elle est à l'intérieur de ma colline. Donc on va juste la remonter et on va aller voir ce que ça donne comme différence. On va la mettre juste ici pour qu'elle éclaire quelque chose. Et on va refaire un rendu, Render Image. Et déjà, on voit un petit peu de lumière sur le toit. On en voit un petit peu aussi sur le bas ici. Donc, il y a une certaine amélioration. C'est encore un peu tentatif, mais c'est un début. Donc, évidemment, quand vous avez une lumière de sélectionner, tout comme quand vous aviez votre caméra de sélectionner, vous avez ces propriétés qui apparaissent. Donc, dans ce cas-ci, dans Caméra, mais avec la lumière, vous avez la lumière qui apparaît et vous pouvez changer son intensité. Donc, en Power, dans ce cas-ci, 1000 watts, on peut la mettre à 100 000 par exemple, et on va aller voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi appuyer, vous rappelez, Z au clavier, et vous pouvez aller dans Material Preview, mais aussi en rendu, ce qui vous permet d'avoir un aperçu de votre rendu. Et là, déjà, ma lumière est un peu plus intéressante. Cependant, on va supprimer cette lumière-là, et on va en créer une autre. Et je vais me mettre tout de suite en Render, comme ça on va avoir un aperçu en temps réel de ce que je fais. Donc, si je vais dans Add, on va descendre jusqu'à Light. Juste ici, vous avez les 4 types de lumière qu'on peut créer dans Blender. Vous avez le Point Light. On va le remonter juste ici. Voilà. Et comme vous voyez, ça fait rien. C'est simple, c'est parce que j'ai une puissance de 10 watts. Vous vous rappelez, tantôt, on était à 1000 watts, puis c'était presque pas visible. C'est normal, il faut monter sa puissance. Voilà, mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est mieux. Cela dit, c'est pas les seules propriétés que la lumière va avoir. En plus de sa puissance, vous pouvez aussi choisir sa couleur. Par exemple, on va la mettre
magenta. Ouh, c'est joli. On peut aussi utiliser diffuse. Voilà, baisser diffuse, en gros, c'est à quel point ça va éclairer les objets qui ont une réflexion diffuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez aussi affecter le spéculaire, donc la réflexion directe de la lumière, ou le volume, si jamais vous aviez de la fumée dans votre scène. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, donc on ne verra pas de différence. Ça ne sert à rien de vous le montrer pour tout de suite. Vous avez également ce qu'on appelle le radius, qui est la taille de votre source de lumière. Dans ce cas-ci, ça va principalement flouter mes ombres. Donc, si je l'augmente, comme vous voyez maintenant, je me retrouve avec des ombres qui sont plus floues que tout à l'heure. Donc, ça, c'était pour les point light. Ensuite de ça, on a les sun. Un sun, ce que c'est, je vais juste la monter. C'est une lumière dont la position n'a aucune influence. Je peux la mettre n'importe où dans ma scène, elle n'aura aucune influence. La seule chose qui va changer quelque chose dans ma scène, c'est si je la fais tourner. Donc, par exemple, si je la fais tourner comme ceci, eh bien, je me retrouve à changer la direction dans laquelle mes ombres vont pointer. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir un certain intérêt pour, par exemple, simuler un soleil. Et tout comme mon point light de tout à l'heure, je peux changer non seulement sa force, mais aussi sa couleur. Donc, un soleil, on va le mettre orange un petit peu. Mais en fait, j'ai dit orange, s'il vous plaît. Merci. On peut changer aussi à quel point il affecte le diffuse, la réflexion spéculaire et le volume. Mais cette fois-ci, on a un angle. Pourquoi? Parce qu'on parle de son angle, sa taille angulaire et non pas d'une taille. Donc, l'angle dans lequel il apparaît dans le ciel. Par exemple, je crois que le vrai soleil, c'était un angle de 0,5 degrés à peu près, mais bon, vous voyez un peu le principe. Ça a exactement le même effet que la taille de notre lumière de tout à l'heure. Donc, plus on va le mettre haut, plus notre ombre va devenir floue. Donc, ça, c'était pour le sun. Il nous reste light, il nous reste le spotlight, on va le monter, qui est littéralement l'équivalent d'un spot au théâtre, c'est-à-dire qu'il va éclairer dans un angle, autrement dit dans un espèce de cône. Donc si j'augmente sa force, petite seconde, voilà, vous voyez que ça projette un cercle de lumière. On peut donc changer, oui, les mêmes choses que tout à l'heure, donc sa force, sa couleur, on va le mettre vert cette fois-ci. On a aussi sa taille, donc l'angle du cône en degrés. Donc plus il va être petit, plus que ce sera une zone restreinte qui va apparaître dans la lumière. Mais on a également un blend qui est le dégradé qui est créé par notre cône de lumière. Vous avez, encore une fois, toujours la possibilité d'avoir le radius qui est, je vais me mettre juste ici pour qu'on le voit, qui est à quel point nos ombres projetées vont être floutées. Donc si je le mets à 0, il est relativement net. Mais si j'augmente la taille ici, vous voyez que mon ombre devient de plus en plus floue. Il nous reste un dernier type de lumière, ce qu'on appelle l'area light, qui est la lumière de base dans l'éclairage en 3D, c'est celle que j'utilise le plus en tout cas, parce que justement, elle permet de reproduire le mieux ce qu'on a généralement en éclairage photo, c'est-à-dire des panneaux de LED, entre autres, ou des softbox. Donc, si vous connaissez l'éclairage, tant mieux. Sinon, on va avoir un cours qui va se donner exactement sur l'éclairage, mais spécifiquement, je devrais dire, sur l'éclairage dans quelques semaines. Donc, rassurez-vous de ce côté-là. Donc, en termes de propriété, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait. Vous avez la puissance, comme tout à l'heure. Voilà. Vous avez la couleur. On va le mettre en bleu, disons, juste pour prendre une couleur qu'on n'a pas pris. Diffuse, spéculaire, volume. Vous savez cependant une chose qui change ici. Vous avez la possibilité de choisir sa forme. Donc, si je me centre sur ma lumière ici, vous pouvez donc choisir square, rectangle, disque ou ellipse. Donc, la différence est subtile entre square et rectangle. Donc, si je garde square, je vais garder tout le temps une forme carré, tandis que si je mets par exemple rectangle, je vais pouvoir changer l'aspect ratio de ma lumière, ce qui va affecter la forme de mes ombres. Vous pouvez aussi choisir de prendre un disque qui lui, même chose, va rester toujours en forme de rond,
ou de prendre un ellipse qui, lui, va me permettre de passer d'un rond aplati ou à un rond parfait. Enfin bon, vous voyez un peu l'idée. Pour la taille, c'est exactement la même chose. Ça me permet de choisir à quel point mon... je vais juste remettre rectangle. Non, pas rectangle. Ah oui, rectangle. La taille me permet donc de choisir à quel point mes ombres vont être floues. Mais si je prends par exemple rectangle, ben, je peux choisir deux valeurs, une verticale puis une horizontale. Et si vous regardez effectivement à l'horizontale, ben, en fait, dans cet angle-là, mes ombres vont être plus floues. Et dans cet angle-là, mes ombres vont être plus nettes. Donc, je veux augmenter celle-là, pardon. Eh bien, vous voyez que mes ombres sont davantage floues. Cela étant dit, vous remarquerez que les rendus sont un petit peu glitchy, entre guillemets. Par exemple, si vous regardez l'ombre ici, vous voyez que c'est pas normal que j'ai un dégradé. Enfin bon, la qualité du rendu n'est pas optimale. En ce moment, on utilise un moteur de rendu qui s'appelle Eevee, qui est un moteur de rendu temps réel. Autrement dit, il peut tourner les coins ronds. On peut le peaufiner pour qu'il aille vraiment mieux que ce qu'on a à l'écran. Mais le problème, c'est que ce sera toujours une approximation. Si vous voulez avoir quelque chose qui est plus réaliste, vous pouvez également choisir de faire vos rendus dans un moteur de rendu qui s'appelle Cycles. Il va être plus lent, mais les résultats vont être plus, je dirais, physically accurate. Je dirais pas qu'ils sont plus beaux parce que techniquement, on peut faire des trucs vraiment beaux avec Eevee. En fait, je vous dirais que si vous faites du NPR, donc non-photorealistic, vous avez probablement plus de chances d'utiliser Eevee dans certains cas. Mais physiquement parlant, si vous voulez quelque chose d'exact, par exemple pour intégrer des effets visuels, vous êtes souvent mieux avec Cycle. Je dis souvent parce que maintenant le temps réel commence à rattraper le pré-rendu, mais c'est pas le sujet. Donc vous avez donc Eevee qui est ici. Donc vous allez dans le premier onglet avec le petit appareil photo ici. Vous avez Eevee. Workbench, touchez pas, en gros, c'est ceci. C'est littéralement le shading solide qu'on a vu tantôt. Et vous avez Cycles qui est juste ici. Et là, vous allez voir la différence. Et maintenant, on a quelque chose qui va être plus physically accurate. Pourquoi physically accurate? Parce que Cycles est ce qu'on appelle un ray tracer. Il va simuler le parcours des photons émis par la lumière. Bon. Si je dois être vraiment précis, c'est la caméra en 3D qui émet les photons, puis enfin bon. Mais c'est pas grave. Celui-ci permet de simuler plus facilement la qualité de la lumière. Ben, la qualité, le parcours, je devrais dire, de la lumière. Donc, celui-ci sera plus physically accurate. En termes d'éclairage, il me reste une dernière chose à montrer. Si je supprime ma lampe, voilà, vous voyez qu'on voit quand même un peu la scène. D'ailleurs, on voit un peu plus de détails que... Ben, en fait, on voit plus les volumes et les formes que quand j'étais juste avec Eevee tout à l'heure. Pourquoi? Parce que justement, on a le ray tracing et par conséquent, le fond gris qu'on voit ici émet une certaine quantité de lumière. Ce fond gris-là qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le world. Le world, c'est un espèce de dôme qui entoure notre scène au grand complet, qui est infiniment loin et qui permet de donner une teinte à notre environnement. Si vous voulez changer sa couleur, son intensité et qu'est-ce qu'il contient, vous pouvez aller dans le petit globe terrestre dans vos propriétés, juste ici, ce qui vous permet justement de changer son intensité. Si je le mets à 0, ben là, on ne voit plus rien, évidemment. Si je le mets à 10, ben, on voit que tout est très, très, très éclairé, mais avec quelque chose qui est excessivement peu défini. On parle d'un éclairage qui est très diffus ici. Donc, si je le remets à 1, je peux également changer sa couleur. Par exemple, si je le mets plus blanc, je peux le mettre dans les bleus comme ça. Par exemple, si je veux faire un beau ciel bleu, ben, je peux utiliser ça pour faire justement mon joli petit bleu comme ça. Et maintenant, il me resterait juste à mettre un soleil et j'aurai mon éclairage. Cependant, je voudrais vous montrer une propriété qui peut être intéressante du
world, c'est que oui, on a le choix de prendre une couleur ici, mais on peut également cliquer sur la petite pastille jaune qui est juste ici, qui vous permet de brancher quelque chose à l'intérieur. Techniquement, vous pouvez brancher tout ça. Ça risque de faire une erreur. Par exemple, si je branche brique, par exemple, je suis sûr que ça va me donner que, ah non, ça donne quelque chose, mais c'est juste très laid. Donc, cependant, ce que je vais brancher, c'est quelque chose qui s'appelle le Sky Texture, qui va me générer, et là il est peut-être un petit peu fort, mais ça va me générer, essayer de me générer un ciel à peu près correct. Et là, je vais juste zoomer out pour qu'on voit un petit peu ce que je fais. Donc, en ce moment, c'est un petit peu bizarre, mais on va essayer de le rendre un petit peu plus crédible. Donc, par exemple, si j'augmente la quantité d'air, ça devient de plus en plus rouge et on voit éventuellement qu'on a un soleil dans le ciel, juste ici. Si on augmente la quantité de poussière dans l'air, vous voyez que ça devient tranquillement plus sombre en bas et c'est pas exactement ce que je veux. Mais on a finalement l'ozone, si on l'augmente, ça va nous donner éventuellement un ciel plus bleu. Ah tiens, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Et le problème que j'ai en ce moment, c'est vraiment que l'intensité de mon soleil est trop forte pour ma scène, donc on va baisser ça jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'à peu près crédible. On peut aussi changer, dans ce cas-ci, l'intensité de mon sky au complet. Donc là, on va avoir quelque chose d'un peu mieux. Et en fait, le problème, je pense que c'est vraiment de trouver l'équilibre entre l'intensité du soleil et du world. Oui, c'est ça, du world. Pour avoir quelque chose d'à peu près crédible et qui arrive à éclairer correctement notre scène. Voilà. Et à partir de là, on a un éclairage qui a été fait simplement à partir du world. Je dirais pas que c'est parfait, il y aurait encore du travail à faire, mais pour votre première scène, ça reste un début tout à fait acceptable. Il reste juste à placer le soleil dans un angle qu'on juge intéressant. Donc, si je reprends ma caméra juste ici, on va essayer de le mettre dans ce coin-ci pour avoir quelque chose qui est presque complètement dans l'ombre, mais qui vient projeter des ombres justement sur le côté. Donc, ça va être relativement intéressant. Donc, pour changer la position du soleil, on va utiliser où est-ce qu'il est? Le Sun Elevation, donc qui est à 15 degrés. Pour l'instant, ça va être correct. Et rotation, c'est la position dans le ciel. On va le faire tourner tranquillement jusqu'à ce qu'il arrive dans l'angle que je voulais avoir. Donc ici, on va le faire maintenant descendre juste un petit peu. Vous allez voir qu'il y a une raison pourquoi je le fais aussi. Ce sera pas long, on va l'avoir. Là. On va le faire tourner pour qu'il arrive plus dans ce coin-ci un petit peu. Rotation. Je vais juste aussi le mettre un petit peu plus gros pour qu'on voit mieux ce que je fais. Donc là, il est beaucoup plus visible. Peut-être un petit peu trop, mais on réglera ça après. Donc rotation, juste le mettre entre les montagnes, comme ceci. Et on va baisser encore un petit peu son élévation. Voilà, comme ceci. La raison pourquoi je l'ai mis aussi bas que ça, c'est pour montrer que grâce à ça, on peut littéralement se générer un coucher de soleil très facilement, comme ceci. Et là, je vais peut-être juste le remonter une petite affaire parce que là, il devient vraiment un peu sombre. Et voilà. Mais, juste avec ça, on a réussi à faire une petite scène tout à fait sympathique. Et ça constitue votre première image. Si vous voulez la sauvegarder et la partager, vous allez simplement faire render image. Voilà qui est faite. Et là, je vais vous montrer le défaut de Cycle, c'est que vous voyez qu'il est très lent à rendre. Donc, 4096 samples, on est à 4. On s'entend. On ne va pas attendre tout ce temps-là, rassurez-vous. Je vais juste vous montrer un petit truc. Si vous allez dans la caméra ici, vous pouvez choisir le nombre maximum de samples que vous allez mettre. Donc, dans ce cas-ci, pour qu'on ne soit pas là encore demain matin, on va mettre un petit 16 samples et on va cocher, ou du moins s'assurer qu'il est coché parce que normalement, il devrait l'être par défaut. Vous vérifiez donc que vous avez toujours le denoise de cocher et maintenant, on va faire le rendu.
Et voilà, rendu terminé. Et vous pouvez maintenant partager cette magnifique image. Vous avez simplement aller dans Images, Save As, et vous pouvez enregistrer cette image-là sur votre disque dur pour la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. C'était VHS et je vous retrouve bientôt pour la suite de cette série sur la 3D dans Blender. Allez, à la semaine prochaine.